Euh, D'habitude, quand on entreprend un projet un peu complexe, genre la construction d'une maison, on s'attend à une certaine rigueur, non? Bah oui, c'est clair. On engage un architecte, on fait appel à un électricien certifié. Exactement. L'idée de sortir dans la rue pour demander à, je sais pas, 100 passants choisis au hasard de voter sur la façon de réaliser le câblage électrique de la maison, ça nous paraîtrait complètement fou. Totalement absurde, ouais. Et la raison est simple, c'est que c'est binaire en fait. Soit la personne sait comment éviter un court-circuit, soit il le sait pas. Voilà. Dans la vie de tous les jours, on exige l'expertise pour éviter que la maison prenne feu. C'est ça. C'est logique. Mais ce qui est fascinant, c'est que dès qu'on entre dans le monde de la gouvernance, de la création des lois ou de la gestion d'une économie entière, ben on jette cette logique par la fenêtre. C'est vrai. On remplace l'expertise par le vote populaire. Et c'est un peu le paradoxe au cœur de notre plongée d'aujourd'hui. On exige un diplôme pour réparer notre plomberie, mais on confie les clés de notre politique fiscale à la volonté d'une majorité qui, bien souvent, n'a aucune formation sur ces sujets. Ouais, c'est frappant, dit comme ça. Et c'est précisément ce qui nous amène au sujet de cette analyse. On va se pencher sur les idées d'un livre particulièrement provocateur du philosophe et politologue Jason Brennan. Oui, le livre s'appelle Against Democracy, donc contre la démocratie. C'est ça. Et il faut poser le cadre tout de suite pour ceux qui nous écoutent. Cette discussion va explorer des critiques extrêmement radicales de la démocratie et du comportement des électeurs. Absolument. L'idée ici, c'est pas du tout de prendre parti, ni de soutenir une idéologie politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. Non, pas du tout. C'est vraiment un exercice de pensée pur et dur. L'objectif, c'est de restituer fidèlement les arguments de l'auteur pour stimuler la réflexion. Exactement. Pour quiconque cherche à comprendre les failles de nos systèmes actuels, ce livre, c'est un électrochoc, peu importe nos propres convictions. Grave. Alors, commençons par la base. J'ai grandi, comme beaucoup de gens, avec l'idée que la démocratie est intrinsèquement bonne, que c'est une fin en soi. Mais Brennan affirme qu'on se trompe complètement sur la nature même de ce système. Ouais, il fait une distinction hyper claire là-dessus. Beaucoup de gens pensent que la démocratie a une valeur symbolique ou intrinsèque, comme un tableau de maître qu'on admire pour ce qu'il représente. D'accord. C'est ce que les philosophes appellent le procéduralisme, l'idée que le processus de vote a de la valeur en lui-même. Et Brennan n'est pas d'accord. Pas du tout, il rejette ça en bloc. Pour lui, la démocratie est strictement instrumentale. En gros, c'est comme un marteau. Un marteau, ouais. Ouais. Donc un simple outil, quoi. Exactement. Un marteau, ça n'a aucune valeur morale ou symbolique. Son seul but, c'est d'enfoncer des clous. Logique. Et si ce marteau fonctionne bien, ben on le garde. Mais si demain quelqu'un invente un meilleur marteau, un outil qui enfonce les clous plus rapidement, plus solidement et en faisant moins de dégâts, On serait idiot de pas le prendre. voilà, on serait complètement irrationnel de refuser de s'en servir juste par nostalgie pour l'ancien marteau. D'accord, je vois. Mais alors, ce serait quoi ce meilleur marteau en politique? C'est ce que l'auteur appelle l'épistocratie. L'épistocratie. C'est ça. C'est un système théorique où le pouvoir politique serait distribué non pas de manière égale, mais en fonction de la compétence et du niveau d'information des citoyens. Ah ouais. Donc le pouvoir à ceux qui savent de quoi ils parlent. En gros, oui. C'est une pilule difficile à avaler, tu sais. Retirer le pouvoir aux gens. Mais bon, pour juger si on a vraiment besoin de changer de marteau, il faut observer comment on l'utilise actuellement. Tout à fait. Et c'est là que le portrait des électeurs que dresse l'auteur devient vraiment sombre. Il catégorise les citoyens en 3 grands profils, c'est bien ça? Ouais, c'est une taxonomie assez redoutable. La première catégorie, c'est ce qu'il appelle les hobbits, Les hobbits? comme dans les films. C'est ça. Ce sont les citoyens apathiques. Ils vivent leur vie, ils payent leurs factures, mais n'ont aucune idée de ce qui se passe en politique. D'accord. Ils connaissent pas les lois, ils n'ont pas d'opinion fixe et la plupart du temps, ils s'abstiennent carrément de voter. Le profil classique de la personne qui préfère regarder une série plutôt que le journal télévisé, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les hooligans. Ah. Et le terme est hyper bien choisi. Pense aux fans de sport les plus enragés, mais tu transposes ça à la politique. J'imagine très bien le genre. Le hooligan y consomme énormément d'informations, mais uniquement pour confirmer ce qu'il croit, déjà. Son identité entière est liée à son parti. Il est complètement biaisé, en fait. Totalement. Il méprise le camp adverse, il voit aucune nuance et il est même prêt à rejeter des faits mathématiques s'il contredit son idéologie. Waouh! Et la troisième catégorie, alors? J'imagine que c'est l'idéal à atteindre. Oui, c'est le Vulcain, en référence au personnage de Star Trek, tu sais, avec les oreilles pointues. Monsieur Spock, ouais. Voilà. Le Vulcain, c'est la rationalité incarnée. Il analyse la politique de manière totalement objective, il est conscient de ses propres biais cognitifs, Ce qui est rare. très rares, et il est capable d'expliquer les arguments de ses adversaires politiques avec autant de précision que les siens.
C'est les lecteurs parfaits? C'est les lecteurs parfaits, oui. Mais le problème, c'est que les données empiriques montrent que le Vulcain, il n'existe pratiquement pas dans la nature. C'est effarant. En lisant ça dans les notes, ça m'a fait penser à cette vieille querelle intellectuelle entre deux grands penseurs. Ah oui, lesquels? Au XIXe siècle, le philosophe John Stuart Mill avait cette vision magnifique de la politique comme une sorte de salle de sport pour l'esprit. Une salle de sport, carrément. Ouais, il croyait sincèrement que donner le droit de vote à l'ouvrier moyen le pousserait à s'éduquer, à lire, à s'élever intellectuellement pour le bien commun. Une belle utopie? Exactement. Mais de l'autre côté, l'économiste Joseph Schumpeter disait l'inverse. Il avançait que dès que le citoyen moyen entre dans l'arène politique, il régresse. Il perd sa capacité d'analyse et retombe à un état presque primitif. Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que toutes les données psychologiques et politiques modernes donnent raison à Schumpeter. Vraiment, hein? Oui, c'est ça le grand drame. On espère que la participation politique va créer des Vulcains éclairés, mais en réalité, l'arène démocratique transforme les gens en hooligans agressifs. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Si on réalise qu'on est un hobbit ignorant ou un hooligan plein de biais, pourquoi on fait pas simplement l'effort de s'éduquer? Pourquoi le citoyen moyen ne lit pas les programmes économiques en entier? Voilà, Parce que, de manière tout à fait paradoxale, c'est rationnel de pas le faire. rationnel. D'être ignorant. Ouais, c'est ce que la théorie économique appelle l'ignorance rationnelle. Ok, explique-moi ça. Brennan explique que le coût pour acquérir une véritable expertise, parce qu'il faut des centaines d'heures pour comprendre la macroéconomie, la géopolitique, tout ça, ce coût est gigantesque. C'est vrai, ça prend un temps fou. Et quel est le bénéfice de cet effort titanesque? Mathématiquement parlant, un seul bulletin de vote n'a quasiment aucun impact sur une élection nationale. Ah, l'analogie de la bibliothèque. Elle explique ça à la perfection. Vas-y, rappelle à moi. L'auteur dit « Imagine qu'on te dise qu'il y a $1 million cachés dans les pages du livre Guerre et paix. D'accord. Forcément, tu vas lire le livre avec une attention maniaque pour trouver l'argent. Le coût en temps de la lecture vaut largement le bénéfice du million. C'est clair. Mais si on te dit que ce même $1 million est caché quelque part, au hasard, dans l'un des 17 millions de livres de la bibliothèque de l'université de Harvard. Tu vas même pas essayer de chercher, tu vas rentrer chez toi. Exactement. Personne de son ne se lancerait là-dedans. Et Brennan dit que voter, c'est la bibliothèque de Harvard. C'est une super image. Essayer de faire basculer une élection nationale avec son propre bulletin de vote bien informé, c'est comme espérer gagner au loto plusieurs fois de suite. Donc, l'ignorance devient un choix logique. On économise son temps, en fait. C'est ça. Mais c'est implacable. Et il y a un concept encore plus inquiétant derrière ça, c'est l'irrationalité rationnelle. L'irrationalité rationnelle, ah ouais, c'est un oxymore. Ouais, mais écoute bien. Non seulement il est rationnel d'être ignorant, mais il est rationnel d'être de mauvaise foi. Comment ça? Prenons un exemple de la vie courante. Si je crois fermement que les camions sont genre des illusions d'optique et que je traverse l'autoroute les yeux fermés, Tu vas mourir. voilà, la réalité va me sanctionner immédiatement. Les conséquences de l'erreur sont instantanées et personnelles. Ouais, c'est direct. Mais si je me trompe lourdement sur l'effet d'une politique de contrôle des loyers, ou sur les conséquences d'une guerre à l'autre bout du monde quand je suis dans mon bureau de vote, Il t'arrivera rien? exactement, il m'arrivera rien de mal. Pas le jour même, ni même l'année suivante. L'erreur n'a aucun coût personnel immédiat. D'accord, je vois où il veut en venir. Donc, puisque la vérité n'offre aucune récompense et que l'erreur n'apporte aucune punition, les gens utilisent la politique pour autre chose, pour le plaisir émotionnel. Le plaisir de faire partie d'une tribu, en fait. C'est ça. C'est fou parce que c'est exactement ce que démontrent les études psychologiques, tu sais. Les gens très doués en maths, quand on leur donne des statistiques qui contredisent leur bord politique, ils n'utilisent pas leur intelligence pour trouver la vérité objective. Au contraire. Au contraire, plus ils sont intelligents, plus ils tordent les chiffres pour prouver que leur tribu a raison. L'intelligence devient juste une arme au service de la loyauté tribale, c'est terrifiant. Mais ça explique tellement notre époque ultra polarisée. C'est clair. Le système démocratique n'offre aucune incitation à l'honnêteté intellectuelle. Être un hooligan, ça produit de la dopamine. C'est amusant de huer l'équipe adverse avec ses amis. Ok, bon, je comprends le mécanisme. Isolé dans l'isoloir, l'individu n'a aucune raison de s'éduquer. Mais l'objection évidente à ça, c'est de dire sortons de l'isoloir, rassemblons les gens. Ah, la fameuse démocratie délibérative. Voilà, l'idée que si on se met autour d'une table, qu'on débat de manière civilisée, le choc des idées fera jaillir la lumière. Ouais, c'est une très belle théorie sur le papier. Seulement sur le papier. Malheureusement, oui. Brennan sort les études empiriques, notamment les travaux très reconnus de Tali Mendelberg, pour prouver que c'est une illusion totale. Sérieux? Ouais.
Quand on étudie ce qui se passe réellement, lorsque des citoyens délibèrent en groupe, les résultats sont désastreux. La délibération n'éduque pas, elle polarise. Attends, comment c'est possible que parler ensemble aggrave les choses? Parce que les dynamiques sociales prennent le dessus sur la logique pure, tout simplement. C'est-à-dire? Dans ces groupes, c'est pas les personnes les plus intelligentes ou les mieux informées qui dominent le débat. Ce sont les personnes qui ont un statut social élevé, qui parlent fort ou qui ont du charisme. Ah ouais, la grande gueule du groupe qui te rend toute la place. Exactement. Du coup, la délibération se transforme en manipulation émotionnelle ou en conformisme. On se range du côté de la majorité juste pour pas être exclu du groupe. Je vois. Mais la parade habituelle à cet argument, c'est de dire oui bon, ça se passe mal parce que les gens ne délibèrent pas correctement. Ah, l'argument d'huile le font mal. Ouais, genre s'ils respectaient vraiment les règles du débat, l'écoute mutuelle, s'ils mettaient leur ego de côté, ça fonctionnerait. Et Brennan balaie cet argument avec une métaphore que je trouve géniale. Il compare cette défense à celle d'un directeur de fraternité universitaire. Ah oui, l'analogie de la fraternité étudiante. Elle est top celle-là. Vas-y, je te laisse la raconter. Si on regarde la charte d'une fraternité étudiante américaine, sur le papier, c'est magnifique. Les objectifs officiels, c'est de former des gentlemen, de viser l'excellence académique, de créer une confrérie super noble. C'est beau. Sauf qu'en réalité, quand on regarde les statistiques sur les campus, ces fraternités, c'est souvent des épicentres de problèmes. De l'alcoolisme, des comportements toxiques, du harcèlement. Exactement. Et si on dénonce ces faits empiriques au directeur de la fraternité, et qu'il répond « Non, non, notre système est parfait. S'il y a des problèmes, c'est juste que les étudiants ne font pas la fraternité correctement. » On lui rirait au nez. Bah oui, c'est de l'aveuglement volontaire. Absolument. C'est hypocrite de juger une institution sur ses idéaux théoriques tout en ignorant systématiquement ses résultats empiriques qui sont désastreux. L'humain est biologiquement câblé pour cimenter son statut et gagner des disputes. Pas pour chercher humblement la vérité? Exactement. Bon, c'est un constat assez sombre quand même. Mais si la politique nous rend pas plus intelligents et que le débat ne nous élève pas, il reste quand même un argument massif en faveur de la démocratie. Lequel? L'autonomie. Ah, qui est central de nos cours d'éducation civique. Bien sûr. Sauf que Brennan affirme que ce consentement n'est qu'une fiction philosophique pure et simple. Vraiment? Mais si je vote, c'est bien que je donne mon accord au système. Faisons une comparaison avec la définition juridique et médicale du consentement. Ok. En médecine, pour qu'il y ait consentement, il faut que tu comprennes l'intervention, que tu puisses dire non et surtout que ton refus soit respecté sans représailles. C'est la base, oui. Eh bien, la relation de l'individu à l'État ne coche aucune de ces cases. Ah, c'est vrai que l'exemple du vendeur de guitare illustre ça parfaitement. Oui. Imagine un vendeur qui t'envoie une magnifique guitare Fender Telecaster par la poste sans que tu aies rien demandé. Super surprise. Jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, il prélève l'argent directement sur ton compte en banque. Ah là, je l'attaque en justice. Je lui dis que j'ai jamais demandé cette guitare. Et pire encore, imagine que tu avais formellement exprimé ton refus d'acheter cette guitare. Mais le vendeur te répond hyper calmement « Oh, mais la majorité de vos voisins a voté pour que je vous l'envoie et que je vous fasse payer, donc par extension, vous avez consenti. » C'est de l'extorsion en bande organisée, ça. Si une entreprise faisait ça dans le monde réel, le patron irait directement en prison. Exactement. Personne ne considérerait ça comme du consentement. Pourtant, c'est exactement la structure de la gouvernance démocratique. On t'impose des lois et des taxes, même si tu as activement voté contre. Appeler cela du consentement, pour l'auteur, c'est un abus de langage total. D'accord, donc le consentement est un mythe, c'est dur à entendre, mais qu'en est-il de l'autonomie alors, de mon pouvoir d'agir sur le monde? Le fait d'avoir le droit de vote, ça me donne du pouvoir en tant qu'individu quand même. Là, on touche à ce que les logiciens appellent l'erreur de division. L'erreur de division, c'est quoi? C'est un biais cognitif. L'erreur consiste à penser que ce qui est vrai pour le tout est forcément vrai pour ses parties. Donne-moi un exemple. On se dit, le peuple, en tant que collectif, a le pouvoir de diriger le pays. Donc moi, en tant qu'individu faisant partie du peuple, j'ai ce pouvoir. C'est mathématiquement faux. Ah oui, l'analogie du billet de banque, elle m'a marqué celle-là. Elle est cruelle, mais très juste. L'auteur explique que si je trouve un billet de 5 € par terre dans la rue, j'ai instantanément plus de pouvoir concret, plus d'impact direct sur la réalité qu'en ayant le droit de vote. C'est ça, parce qu'avec ces 5 €, tu as une autonomie totale. Tu décides d'acheter un café et boum, tu obtiens un café. Ta volonté se traduit immédiatement en réalité. Alors que mon vote...
Ton vote individuel est tellement dilué parmi des millions d'autres qu'il n'a absolument aucune causalité directe sur le résultat. Ça me fait penser à une autre image de l'auteur. Il dit « Si je décide de manger des céréales au petit déjeuner, j'ai le contrôle. C'est toi qui choisis. Mais si je sors dans mon jardin et que je décide par la seule force de ma volonté que la lune doit devenir violette, il se passe rien. Voter à l'échelle d'une nation, c'est comme essayer de colorer la lune. » C'est super bien résumé. Le problème de la politique, contrairement à la vie privée ou au marché économique, c'est qu'elle ne permet pas de se créer des niches. Des niches. Ouais. Dans la vie de tous les jours, on peut choisir son métier, ses amis, la ville où on vit. On a des espaces de contrôle personnel. Oui, on gère notre petit monde. Mais face à la machine étatique, l'individu est contraint de se conformer à la puissance de l'océan démocratique. On ne dirige pas la vague, on la subit. Bon, alors récapitulons parce que ça fait beaucoup. Vas-y. Le citoyen est incité à rester ignorant. Les débats de groupe nous polarisent et nous rendent pire. Le consentement est une fiction et l'autonomie individuelle est une erreur mathématique. C'est un tableau sympa. Il reste quoi pour défendre la démocratie sérieusement? Il reste l'argument symbolique. C'est la dernière ligne de défense. Ah, la question de la dignité. Oui, l'idée que, indépendamment des résultats, le fait que la voix d'un caissier vaille exactement la même chose que la voix d'un milliardaire ou d'un prix Nobel, c'est le symbole ultime de notre égale dignité humaine. C'est l'argument sémiotique. Il est très populaire chez les philosophes d'aujourd'hui. Et ils disent quoi? Ils disent que passer à une épistocratie où seuls les citoyens compétents auraient le pouvoir de voter, ce serait une insulte insurmontable. Ce serait dire à une grande partie de la population vous êtes inférieur. C'est vrai que ça sonne hyper élitiste. C'est blessant de s'entendre dire qu'on n'est pas qualifié pour décider. C'est blessant, certes, mais Brennan pose une question fondamentale. Depuis quand le rôle d'un gouvernement est-il de protéger l'estime de soi des gens? Ah, vu comme ça. L'État, c'est pas une machine à distribuer des diplômes de dignité. On ne donne pas un poste de chirurgien cardiaque ou du juge de la Cour suprême à quelqu'un qui n'a aucune qualification simplement pour pas froisser son ego. C'est évident. Alors pourquoi le ferait-on avec le pouvoir politique suprême? Pour détruire cet argument symbolique, il utilise l'histoire de l'écharpe rouge. Oui, Il dit « Si demain, la société décide collectivement et de manière totalement arbitraire que la preuve ultime de la dignité humaine, c'est de recevoir une écharpe rouge de la part du gouvernement à l'âge de 18 ans. » évidemment, si on prive quelqu'un de cette écharpe, il va se sentir terriblement insulté. Voilà. Mais l'erreur tragique, c'est pas de priver la personne de l'écharpe. L'erreur tragique, ça a été d'associer la notion fondamentale de respect et de dignité humaine à la distribution d'un bout de tissu rouge. C'est clair. Et Brennan soutient que nous avons fait exactement la même erreur avec le droit de vote. C'est exactement ça. La dignité humaine existe indépendamment du bulletin de vote. L'associer au vote, c'est une construction sociale. Et surtout, c'est une construction dangereuse. Dangereuse parce que le gouvernement est un marteau. Si on donne le marteau à des gens incompétents juste pour qu'ils se sentent valorisés, la maison s'écroule. Absolument. C'est l'analogie de l'urgence médicale. Vas-y, je t'écoute. Imagine qu'une personne s'étouffe dans un restaurant. Ok, panique générale. Médecin très expérimenté se précipite pour faire la manœuvre de Heimlich. Et là, un passant, sans aucune notion de secourisme, repousse le médecin en criant « Moi aussi j'ai le droit de le sauver. L'égalité exige que je puisse essayer, sinon ma dignité est bafouée. » Mais on le mettrait dehors immédiatement. Une vie humaine est en jeu. Ces sentiments n'ont absolument aucune valeur face à l'urgence de la situation. Eh bien, en politique, les enjeux sont tout aussi massifs, même s'ils sont moins immédiats visuellement. De mauvaises lois peuvent déclencher des guerres injustes, des crises économiques qui ruinent des millions de familles ou détruire l'environnement. C'est vrai? Face au risque de tels désastres, l'obligation morale d'avoir de la compétence au volant de l'État devrait largement primer sur les sentiments froissés de l'électeur incompétent. C'est une remise en question totale de tout ce qu'on nous apprend depuis l'enfance. Ça secoue, oui. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on vient d'examiner, le système nous pousse à nous comporter en hooligans fermés d'esprit, la délibération exacerbe nos pires instincts grégaires, l'idée de consentement est un mirage, l'autonomie est une illusion mathématique, et on maintient ce système dysfonctionnel uniquement pour sauvegarder un symbole artificiel de dignité. C'est un résumé parfait. Du coup, la conclusion de l'auteur, c'est que l'épistocratie n'est pas seulement une théorie amusante, c'est une alternative fonctionnelle qu'on a le devoir moral d'envisager si on veut éviter la catastrophe. C'est tout le poids du livre, effectivement. Mais il y a une dernière réflexion de Brennan qui personnellement résonne encore plus profondément chez moi. Ah oui? Laquelle?
Il avance que le pire aspect de la politique de masse, c'est pas seulement qu'elle produit de mauvaises décisions ou une économie inefficace. C'est quoi alors, enfin? C'est ce qu'elle fait de nous sur le plan humain. Elle nous transforme en ennemis civiques. Des ennemis civiques. Parce que les décisions des autres ont un impact direct sur moi. Précisément, comme le système impose les décisions de la majorité à tout le monde par la coercition, l'ignorance de mon voisin devient une menace existentielle pour ma propre vie, pour mes impôts, pour mes libertés. C'est terrible de voir les choses comme ça. Mais c'est la réalité structurelle. Le résultat, c'est qu'on se met à détester notre voisin, on le perçoit comme un ennemi à abattre plutôt que comme un concitoyen. La politique détruit le tissu social en nous forçant à combattre dans cette arène. C'est une pensée vraiment fascinante pour clôturer notre analyse. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement? Pour notre quotidien, pour ceux qui nous écoutent? C'est la grande question. Peut-être que la solution la plus saine face à cette mécanique infernale, c'est pas de forcer tout le monde à s'informer frénétiquement sur chaque projet de loi ou à s'écharper dans des débats sans fin. Je pense pas, non. La véritable solution, pour sauver nos relations humaines et notre tranquillité d'esprit, ce serait peut-être de réduire massivement l'emprise de la politique sur nos vies. De dépolitiser la société? Exactement. De ramener le pouvoir et l'énergie vers la société civile, vers les choses sur lesquelles on a un réel contrôle au quotidien. C'est une sorte d'invitation à lâcher prise sur le grand théâtre politique pour cultiver notre propre jardin, sans avoir besoin d'écraser notre voisin pour exister. En tout cas, ça donne matière à réfléchir.